Bienvenue à l'apéro des carreaux, ma chère Claire Bienvenue. Savant, Oui. que je suis Salut. depuis le premier livre. C'est un bonheur de te recevoir avec nous. Bienvenue. Bah, merci, c'est un bonheur pour moi d'être là. Et moi, c'est la première fois que je te lis. Donc c'est bien, c'est l'opposé. Non, mais c'est bien, ça veut dire que bon, c'est pour un premier test, bon, ça veut dire que ça t'a Voilà. Test réussi. Ouf. plu. Pfiou. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il y en a avec nous ce soir, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton chemin vers l'écriture et comment s'est passée la parution de ton premier livre, Le Tueur intime? Alors, bah, donc moi, en fait, je suis une grosse lectrice, en fait, à la base. Alors, on va juste, pardon Claire, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Comme ça, on va laisser juste le micro de Claire, de Théo et de moi ouvert. Si vous voulez papoter avec nous ou rebondir, vous avez le chat dans lequel vous pouvez nous poser des questions. Oui, parce que là, il y a un bruit bizarre quand même. Ouais, donc moi, je disais, en fait, je lis beaucoup depuis toute petite. Et donc, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de commencer plusieurs romans, mais sans aller au bout, Ça, on peut pas. parce qu'en fait, j'avais toujours pas la discipline nécessaire pour aller au bout. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas? Je ne t'entends pas, Claire. Il faut, je ne sais pas qui est la personne là. Est-ce qu'elle peut couper son micro? Ouais, Mathieu, il y a quelqu'un qui s'appelle Nancy L51. Si tu peux couper le micro, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Voilà. Merci. Bon, désolé, on reprend. Bah, alors, on reprend. Donc, moi, donc, j'ai toujours lu et donc et un peu écrit sans avoir la discipline pour aller au bout. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'écrirais pas sur ce que j'aime lire, en fait, c'est-à-dire écrire le livre que j'aimerais lire sur les tueurs en série, qui répondra à la question pourquoi, comment, sans passer sous silence la partie construction du tueur, puisqu'à l'époque, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir une toute petite partie d'explication, genre, ouais, bah, il a vu un jour un truc horrible, paf, ça y est, il est devenu tueur en série, il se faisait abattre très rapidement. Donc, en fait, bon, moi, ça me frustre un petit peu. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pour m'amuser, puisqu'à l'époque, j'écrivais pour mon ordinateur, je vais écrire le livre que vraiment j'aurais aimé lire avec vraiment toute l'histoire. Et donc, une fois que je l'ai terminé, bon, je me suis dit quand même, bon, moi, en tant que lectrice, ça me plairait bien quand même ce petit livre. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer de le faire publier. Puis bon, j'avais ma famille qui me poussait un peu à la roue. Ah, vas-y, vas-y. Et donc, bah, je l'ai transmis en fait à plusieurs éditeurs et dont les nouveaux auteurs. Donc, je l'ai placé sans vraiment me dire que je participais au concours qui était en place, le prix VSD. Et puis, il s'est avéré que bah, non seulement bah, j'ai bien noté, mais en plus, bah, j'ai gagné le prix. Donc, ce qui fait que bah, le tueur intime est né comme ça. Donc, un an après le point final, en fait, le tueur intime sortait. Et puis voilà, donc ça a été un démarrage, on peut dire, par rapport à d'autres plutôt Bon, ça commence bien cet apéro. Tu as été figé sur la fin, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Oui, il y a des couples. Alors, est-ce qu'on t'entend? Allô, allô, Claire? Oui, pas. Oui, oui, je suis là. On a entendu l'histoire, en tout cas. Ouais, bon. Ce que tu as été à la fin, ça a été un peu Oui, compliqué. bah donc voilà. Oui, Alors, alors, c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'ai enchaîné bah, très très rapidement avec le tueur de l'ombre. Mais bon, je l'ai pas écrite, donc j'étais pas sûre d'être publiée pour le premier, puisqu'une suite ne peut exister un petit peu que un petit peu vécu. Mais oui, en fait, j'avais déjà mon idée, mais l'écriture commençait vraiment quand j'ai été sûre que le premier allait être publié. alors justement, il y avait une question dans le chat, quelqu'un qui te demandait si tu avais déjà l'histoire du tueur de l'ombre en tête quand tu as fini le tueur intime. Ouais, ouais, non, bah, c'est ce que je disais. En fait, c'est vraiment déjà mon idée, mais j'ai commencé l'écriture que quand j'ai été sûre
d'être publié pour le premier. Enfin bon, tu vois, quelque part, j'aurais pas forcément écrit si on m'avait dit non partout, tu vois. Et puis bon, ça s'est bien goupillé, quoi. Franchement, dès que j'ai parlé de la suite comme ça, et c'était chouette. Très bien. Alors, ce soir, on va parler de ton dernier livre, La chair de sa chair, qui vient de sortir chez HarperCollins. Oui. Dans une période un petit peu particulière, puisque certaines librairies sont fermées, il n'y a pas de salon du livre. Comment ça se passe, du coup, cette sortie un petit peu particulière? Est-ce que tu es plus en connexion avec tes lecteurs via les réseaux sociaux? Est-ce que tu as beaucoup plus de messages? C'est vrai que j'ai pas mal de retours, mais c'est vrai que ça bouge bien en fait. Bon, il y a des chroniques sur Facebook, beaucoup sur Insta. Donc c'est vrai que le livre, bon, il va falloir, je pense, apprendre à vivre un peu autrement, puisque malheureusement, je suis pas certaine que ça puisse reprendre rapidement. Et c'est vrai que ça change la donne quand même, hein. On a moins de rencontres. Alors, je fais beaucoup de salons, mais je pense à certains auteurs qui, pour eux, ça doit être compliqué, l'absence de salon, beaucoup plus peut-être que pour moi. Alors, on n'a pas un son génial pour toi, Claire. Du coup, parfois, c'est un petit peu coupé. Caro, t'entends bien Claire? Attends, j'essaye de faire en... C'est variable, en fait. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. J'essaye de... Écoute, j'ai retiré le Wi-Fi. Ça, c'est mieux ou pas? Ouais. Vous m'entendez mieux? T'es sur ton téléphone, Claire? Ouais. Ouais, bah alors retire le Wi-Fi, je pense. Bah, c'est bon, ça y est, j'ai retiré. Ok. Très bien. Alors, du coup, on va commencer par discuter de ta nouveauté, La chair de sa chair, qui n'est pas spécialement facile à pitcher, donc je vais te laisser faire. En fait, La chair de sa chair, c'est l'histoire d'une famille. Donc, on a la mère Moira et ses 3 enfants, donc nés de 2 pères différents. Donc, c'est une jeune femme qui a quand même eu un passé assez compliqué, puisque bon, elle est elle-même l'aînée d'une fratrie où elle a un peu servi de mère de substitution, de boniche en chef. Enfin bon, donc voilà, du coup, c'est vrai qu'elle a toujours voulu éviter de reproduire le modèle de sa mère. Malheureusement, finalement, elle a du mal à passer à côté. Et donc, les 2 pères dont elle a eu des enfants, le premier la battait et s'est retrouvé en prison, grâce à elle principalement. Et le deuxième, en fait, s'est suicidé et donc elle n'a jamais su pourquoi il avait fait quelque chose d'aussi horrible. Donc, elle est toute seule avec 3 enfants, elle cumule les boulots pour essayer de s'en sortir. Sachant que dans ce genre de modèle américain, je pense qu'on a tous déjà le modèle en tête, hein, puisque c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans leur culture. Dès que tu es malade, tu es enseveli sous les dettes. Si tu n'as pas un bon travail avec une bonne assurance maladie, pour eux, c'est très compliqué. Et elle est dans cette situation puisque sa petite dernière est malade. Et au moment où, en fait, elle espère peut-être avoir trouvé un équilibre, les services sociaux s'intéressent de près à sa famille. Elle a été dénoncée par des voisins. Et malheureusement pour elle, ça déclenche une série d'événements au sein de sa famille qui font qu'en fait, elle croyait avoir vu déjà le bout de sa vie. En fait, non, c'était pas encore ça, quoi. Voilà. Oui, il y a une chose importante à signaler, c'est que l'intrigue se déroule aux États-Unis. Oui. Parce que tu en as parlé. Et puis, du coup, je propose qu'on présente le premier extrait parce que ça va tout à fait avec ce que tu viens de nous présenter. Tu es d'accord, Caro? Ouais, complètement. Alors, je me lance. Normalement, ça s'affiche à l'écran. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, c'est effectivement Moira qui pense. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas très présente à cause des heures supplémentaires qu'elle enchaîne, mais elle aime ses gosses. Elle ne les bat pas et se démène comme une folle, parfois même au-delà de son endurance pour qu'il ne manque de rien. Alors que lui reproche-t-on? Pourquoi la menace-t-on de les lui retirer? Son regard mouillé flotte sur les mots. Ceux qui lui disent que les services sociaux ont été alertés par des voisins inquiets de ses négligences envers sa famille.
Moira ressent un vif pincement au cœur en réalisant que des gens qu'elle côtoie tous les jours l'ont trahie, alors qu'ils savent ce qu'elle a traversé et à quel point elle se débat au quotidien. Oui, elle devrait employer une personne pour prendre soin de ses enfants quand elle s'absente. À la place, elle compte sur son aîné pour garder Nigel et Wendy, une gamine malade. Ce n'est ni son rôle, ni ce qu'elle aurait voulu pour lui, mais elle n'a jamais eu les ressources de faire autrement. Peter doit jongler entre ses propres impératifs, récupérer son frère et sa sœur après les cours, les aider à faire leurs devoirs, leur donner le bain, soigner Wendy, leur préparer à dîner et les mettre au lit le soir, les habiller le matin et les emmener à l'école. Elle est bien consciente qu'elle lui en demande trop, mais personne d'autre ne s'est proposé pour la sortir d'affaire. Elle a bien dû colmater les brèches de son existence monoparentale comme elle a pu. Elle s'est organisée avec les moyens du bord pour faire garder ses gosses, n'en déplaise à ceux qui l'ont dénoncée. Qui d'ailleurs pourrait lui avoir planté un couteau dans le dos? Elle cherche parmi ses voisins, les passe en revue un par un avant de laisser tomber. Elle perd son temps. Son problème, dans l'immédiat, c'est de trouver une solution pour qu'on ne lui enlève pas ses petits. Donc ça va tout à fait avec ce que tu viens de nous présenter de ton roman. Effectivement, Moira, moi je l'ai beaucoup aimée en fait cette femme parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure aux États-Unis, quand on n'a pas un bon boulot ou une bonne couverture maladie, c'est compliqué de vivre correctement. Et c'est pour ça que je précisais que c'était important que ça se passe aux États-Unis plus qu'ici. Et, oui, effectivement, ouais. Sur ces aspects-là, et un autre du livre qui là est plus fait partie de l'intrigue, là c'est vrai qu'il y a vraiment du fond de fonctionnement américain avec cette. Quand on est pauvre aux États-Unis, c'est vrai que malheureusement, dans ce genre de situation, on a peu de chances de s'en sortir autrement que mal, quoi. Et pourtant, elle baisse jamais les bras, parce que c'est vrai qu'elle a quand même une vie pas simple. Je veux dire, le seul truc qu'elle possède, c'est la maison, là où elle habite, puisque ça lui appartient, elle l'a obtenu de sa famille. Mais c'est vrai que sinon, elle a toujours du mal à joindre les deux bouts. Elle a une histoire personnelle compliquée, parce que tu l'as dit, son premier mari est en prison parce qu'il la battait. Son deuxième mari s'est suicidé sans donner de raison particulière. Voilà. Et du coup, et pourtant, elle baisse pas les bras. Effectivement, c'est une battante, quoi. Alors, oui, c'est une battante, mais à la fois, elle est surtout très résiliente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une survivante plutôt pour moi. C'est-à-dire elle se bat pour survivre et elle est vraiment en mode survie permanente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est survivre au coup, survivre au deuil, survivre à la maladie de sa fille. Et en fait, à chaque fois, c'est même, du coup, toute la famille doit la suivre dans son mode survie. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est même forcé, c'est un marche forcée, en fait. C'est presque militaire, sa façon d'aller toujours de l'avant, parce que, de toute façon, elle n'a pas le choix. Si à un moment donné, elle s'arrête, elle s'effondre, en fait. Et tout le monde s'effondre avec elle, en fait. Donc, elle a pas le choix, en fait. C'est vraiment, plutôt, moi, je la vois en mode survie permanent, en fait. Alors, c'est rigolo parce que Caro disait qu'elle avait tout de suite aimé Moira et moi, elle m'a déplu tout de suite. Tu vois, c'est le contraire. Et donc, comme quoi, en lisant le même livre, on a des ressentis différents. C'est vrai, comme tu disais, son monde s'écroule. Si elle s'écroule, en fait, elle n'a absolument pas le choix. Elle est toute seule avec ses 3 gamins. Et c'est vrai que moi, je la prenais en pitié, mais c'est vrai que je n'étais pas du tout en empathie avec elle. C'est peut-être mon côté sadique, je ne sais pas. Alors, je pense que c'est parce qu'en fait, du coup, comme c'est une fille qui a jamais eu l'opportunité de profiter de la vie, il y a des moments où elle est vraiment ultra égoïste, c'est-à-dire que en fait, elle a tellement envie d'avoir une vie normale, peut-être une vie sociale, une vie amoureuse, qu'en fait, il y a des moments où elle est carrément égoïste. Donc, ça peut la rendre effectivement de se dire, mais en même temps, elle est jeune et elle a jamais profité. Donc, en fait, et elle a tellement lutté que finalement, il y a des moments où on va dire, elle lâche le mode survie et du coup, c'est dans l'extrême. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est moi et puis et ce que je veux tirer de la vie, en fait, qui prend le pas sur tout le reste. Donc, c'est peut-être ça qui t'a déplu. Je sais pas. Non. Peut-être. Ça ressemble bien à ton caractère, Caro. C'est ça. Alors, il y a un deuxième personnage très important qui arrive en partie 2, qui s'appelle Bruce. Ouais. On a un deuxième extrait également sur lui qui le présente un petit peu.
Je pense que c'est peut-être pas mal de dire ce second extrait avant de parler de lui, Caro. Est-ce qu'on présente peut-être où se situe l'extrait? Parce que du coup, il est, tu sais, dans sa famille, là, il a une discussion avec sa mère, son frère. Peut-être qu'on le présente Tu veux en nous 2 mots présenter le personnage, Claire? Ben, Bruce, en fait, il est né dans une famille en fait de gens qui ont de l'argent, hein. Sa mère, elle est neurochirurgienne ultra réputée. Elle est mariée avec un homme plutôt effacé. Ils ont eu 3 enfants. Et en fait, elle a toujours fait le choix, pareil, c'est un peu un autre marche ou crève, mais différent, de privilégier sa carrière. Et elle reproche en fait à Bruce, parmi ses 3 enfants, donc elle reproche à Bruce d'être le seul qui a suivi la voie qu'il voulait. Il est médecin comme son frère et sa sœur, mais pas dans la branche qu'elle visait pour lui. Et du coup, elle le méprise un peu. Et lui, il est tout le temps en quête perpétuelle d'avoir cet amour maternel, la reconnaissance maternelle. Et puis, il s'inflige du coup des moments horribles en compagnie de sa famille, parce que vraiment, ce qu'il recherche, c'est de trouver sa place parmi eux, et il a du mal, parce que bah, la mère donne le ton et tout le monde se met au diapason, et donc c'est difficile pour lui, quoi. Tu as des personnages de mère très forts, en fait, dans ce livre. Entre Moira et puis la mère de Bruce, qui est... Et très différent. Ouais, très différent, mais... Bah, différent, et puis en même temps, enfin, moi j'ai toujours dit, hein, de toute façon, plus on a des personnages abîmés, plus ça donne de relief et de matière pour un auteur. Donc c'est vrai que ce genre de famille donne des terreaux exceptionnels en fait pour faire des petites plantes torturées. Le terreau familial, on en parlait avec Christelle Duchamp, je me souviens. Alors, on lit ce deuxième extrait, comme ça, on va mieux voir de quoi on parle. Alors, voilà. Hop, évidemment, j'ai ouvert Excel, tout va bien. Alors, ce nouveau poste, lui demande-t-il avec un sourire timide. Comment ça se passe? Il avale plusieurs gorgées du cru, probablement hors de prix. Bien, le médecin responsable du service me transmet progressivement le relais. Les patients s'habituent peu à peu à moi et je m'accoutume au fonctionnement de l'équipe. Tu veux dire que tu ne gères pas tes patients tout seul? Avec un petit air condescendant, il se tourne vers sa mère, qui vient de lui couper la parole. Les pensionnaires de notre unité sont des individus abîmés par la vie. Ils sont fragilisés et ont besoin d'avoir confiance en la personne qui les soigne. Ce genre de lien ne se noue pas en un instant. Mon prédécesseur se charge d'assurer la transition en douceur, et c'est exactement comme cela qu'il faut procéder, puisqu'il est encore là. Tu es sûr que tu n'as pas commis une erreur qui les a fait regretter de t'avoir embauché, Brucey? Demande Carmichael avec un rictus obséquieux. Bruce ne peut s'empêcher de songer que son frère et lui ont été proches à une époque, révolus dès l'instant où Bruce a décidé d'embrasser une autre carrière que celle que sa mère avait choisie pour lui. Et comme un bon toutou, Carmichael a suivi les ordres de sa maîtresse. C'est une procédure normale, je n'ai pas affaire à des gens anesthésiés, moi. Tu joues sur les mots, Bruce. Avec tous les médicaments dont vous bourrez vos patients, ils ne doivent pas être beaucoup plus vifs que les nôtres, ironise Candice. La réplique de sa sœur lui prouve à quel point le terrain est miné. Ambiance dans la famille de Bruce. On sent bien le terreau familial. Ouais, mais j'aime bien ce genre de choses en fait qui compliquent complètement la vie d'un personnage et qui peut expliquer certains de ses comportements après qu'on peut voir arriver. C'est vrai que moi, je pars toujours du principe que quand on crée des personnages complexes avec voilà, des fragilités, des forces, eh bien, en fait, ça donne des moyens aux personnages d'affronter les épreuves que l'auteur va lui faire subir, en fait. Et donc, si a en fait la ressource, il peut survivre à l'histoire ou pas. Et puis voilà, donc moi, ça fait vraiment partie intégrante de mes ingrédients pour écrire une histoire. Alors, il y a une question piège dans le chat. Pauline demande comment tu as eu l'idée d'écrire cette histoire. Est-ce que tu peux y répondre sans dévoiler Ouais, non, mais c'est vrai que à la base, bon, moi j'avais mon histoire de démarrage, vraiment la première partie, on va dire, bon, par rapport au début du livre, c'est la première scène entre Moira et son premier conjoint qui là-bas, donc qui aboutit à une situation particulière. Et en faisant des recherches sur ce sujet, je suis tombée en fait sur un fait divers, je ne dirais pas plus.
Et c'est le fait divers, en fait, qui m'a permis de fixer, parce que bon, chaque État américain ayant ses propres règles, c'est cet article qui m'a permis de fixer le lieu, le décor, tout l'aspect, on va dire, médical, juridique du livre, en fait. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a qui a fini de m'orienter par rapport à l'histoire et donc qui a fini de me donner mes pistes de travail pour que je puisse aller au bout de mon plan et donc de l'écriture du roman. Donc ça a été un déclic en fait, ce reportage, où tu avais Alors, déjà l'idée de traiter ce sujet. Alors, j'avais déjà l'idée de mon démarrage, mais vraiment, après, ça m'a clac, 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 tout mis en place. Enfin, voilà, les pièces qui s'emboîtaient et donc tout est arrivé derrière. Après, bon, voilà, il fallait. C'est un livre, en fait, que j'avais imaginé pendant le confinement. Mais c'est vrai que enfin, j'avais vraiment pas envie d'écrire du noir pendant le confinement, donc il a maturé très longtemps. Et du coup, quand je l'ai écrit très très vite. Et c'est vrai que c'est un livre voilà que j'ai eu beaucoup plus mûri que les autres. Et donc et puis alors il y a un travail derrière qui est quand même assez on va dire assez phénoménal avec la maison d'édition, la relecture d'une psychiatre. Donc c'est vrai que c'est un bouquin qui est quand même qui a nécessité beaucoup de travail, beaucoup déjà intérieur et puis après comment dire, d'appropriation des différents sujets. Donc, au final, tu l'as écrit pendant le confinement, ce livre? Alors non, après, en fait, j'avais pas envie d'écrire du noir dans cette période. J'avais envie de faire autre chose. J'ai écrit beaucoup de choses, mais pas du noir. D'accord. Mais donc, tu l'as écrit super vite, si tu l'as écrit après le confinement? Ouais, super. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ce que je disais, je l'ai écrit super vite, mais bon, c'est vrai que enfin, moi, c'est ma méthode, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont se lancer en freestyle, ils ont deux, trois idées et ils partent comme ça à écrire. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, si tu veux, j'ai un plan ultra détaillé de chaque scène. Donc, ce qui fait qu'après, moi, quand je me mets devant mon ordi, il faut que je visualise, on va dire, plus de la mise en scène qui mène la scène, les mouvements des personnages, mais ce que j'ai à mettre dedans, en fait, je le sais déjà et je regagne énormément de temps une fois que mon plan est terminé. En réalité, pour moi, on va dire, j'ai fait une énorme partie du travail, quoi. Oui, mais ça veut dire que tu n'as pas écrit pendant le confinement, mais tu l'as construit quand même. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait vraiment tout ce qui s'est fait pendant le confinement, c'est la partie idée, recherche, mûrir le truc, etc. Voilà. Et alors, moi, je ne suis pas. Donc, c'est la première fois que je te lis, Claire. Donc, je vais peut-être poser des questions qui peuvent paraître idiotes pour ceux qui connaissent bien Claire. Est-ce que tu es habituée d'écrire une intrigue qui se situe aux États-Unis ou est-ce que c'est la première fois du fait de ce fait divers? Bah non, parce qu'en fait, d'une part, d'habitude, j'écris sur des tueurs en série, donc le tueur intime, tueur de l'ombre. Et donc, en fait, la plupart du temps, je mets des tueurs en série. Alors, comme je dis, je ne prétends pas qu'il n'y a pas de tueurs en série en France. Mais tout simplement, aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus instauré que chez nous en termes de communication, le FBI, etc. Comme je dis toujours, quand j'ai essayé de discuter avec des policiers en France, il n'y en a pas un seul des auteurs, hein, et pas un seul ne m'a donné la même version de comment sont traités les cas de tueurs en série en France. Donc, plutôt que de partir à l'aveuglette en France, mais je me suis calée là-bas avec l'existence du FBI. Et voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai fixé plutôt mon intrigue là-bas. En plus, l'immensité des territoires, le fait que chaque État ait ses propres règles, moi, ça me donne une latitude phénoménale, quoi. Le seul qui se passe en France, c'est Inexorable. Inexorable, donc parce qu'en fait, là, je me suis inspirée de ma vie et de mon fils qui fait partie de ce qu'on va appeler les enfants un petit peu différents. Et donc, du coup, ça m'a permis de dénoncer un petit peu ce que vivent les familles comme la mienne au sein de l'école française. Comment en fait nous les parents on est pressurisés, enfin moi on en était malade quoi, nous ça a été une horreur et donc c'était aussi un moyen de dénoncer et de partager aussi avec des tas de gens
qui finalement se sont dévoilées quand j'ai été en salon avec ce livre et qui sont venus confier leurs difficultés. C'est quand même quelque chose que beaucoup de gens vivent en France, quoi. Un thriller à la mode Favant, quand même. Ah bah celui-là, ouais, c'est comme d'habitude, comme je dis, en fait, moi, je suis pas dans des cases parce qu'en fait, je suis une autodidacte. Moi, je suis une financière, donc c'est-à-dire, moi, quand je regarde, par exemple, un dossier, je vais chercher les éléments qui m'intéressent, je synthétise, j'analyse et j'applique finalement les mêmes recettes au polar. Donc, je prends ce qui m'intéresse dans ce qui m'intéresse, dans le sujet qui m'intéresse et j'en fais ma tambouille à moi, quoi. Donc, c'est vrai que je pense qu'à chaque fois, il y a peut-être des débordements inexorables, celui-là, où on est un petit peu sur du roman noir, c'est-à-dire on dénonce des choses, et en même temps sur du thriller, et en même temps sur du domestique. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse de pouvoir traiter de mon sujet sans barrière, de se dire, ah, bah là, je dépasse un peu de ci. Voilà. Mais avec mon esprit mathématique et puis analytique. Et c'est rigolo, dans le chat, on voit défiler des titres de livres, chacun a son préféré. Oui, donc, parce que Régis a demandé pour te découvrir par quel titre tu lui conseillerais de commencer. Et du coup, il y a plein de titres qui sont sortis. Mais ta réponse, ce serait quoi? Alors moi, je pars toujours du principe que je ne veux pas diriger directement vers tueur intime ou tueur de l'ombre. Quand on me demande ça en salon, je demande toujours, dites-moi plutôt ce que vous aimez, vous. Et comme j'ai beaucoup de choses différentes, je pourrais vous diriger vers ce qui vous plaît le plus. Le tueur intime, tueur de l'ombre, c'est vraiment des romans bruts de décoffrage. C'est à réserver quand même à un lectorat qui aime les romans assez durs, avec vraiment dans la tête du tueur, scène de crime incluse et compagnie. Les deux suivants qui ne se suivent pas, eux, par contre, Apnée Noire et Miette de sang, on va dire, c'est un peu plus classique. On va dire, on suit plus les enquêteurs que le tueur. Et du coup, bon, c'est un peu plus classique comme train de narrative. Serre-moi fort et Dompteur d'ange, on est plus du côté des familles. Il y a de l'enquête, mais c'est vraiment plus périphérique à l'histoire elle-même, beaucoup plus psychologique et moins de violence physique dans les deux. Donc, Inexorable, plutôt roman noir, famille, France. Et puis, les cicatrices, c'est un retour au pur et dur. Donc là, on revient sur une ligne plutôt dure. Et puis celui-ci, un espèce de mélange famille, drame familial, et puis roman noir, quoi. Voilà, un petit peu. Donc, en fonction de ça, moi, je dirige les gens vers ce qu'ils préfèrent. Et puis ça me permet je dis toujours, après, si ça plaît, les gens pourront aller vers autre chose, mais au moins je les aurais dirigés vers quelque chose qui ne va pas leur faire peur d'entrée de jeu, quoi. Il faut juste surtout pas commencer par le tueur de l'ombre, qui est la suite du tueur intime. Tome. Voilà. Le nombre de fois où j'ai arraché des mains le tueur de l'ombre des gens en disant, mais vous avez lu le premier? Ah bah non, pourquoi? Et j'ai dit, mais il faut absolument commencer par le tueur intime. Obligé. C'est vrai que c'est dur d'avoir une suite. En clair, il faut que les salons reprennent pour que les gens puissent de nouveau aller à ta rencontre et être conseillés par toi-même. Après, les lecteurs se conseillent entre eux. C'est vrai qu'heureusement, on a quand même beaucoup de groupes de lecture où les gens se donnent envie les uns aux autres. Heureusement qu'on a ça, parce que franchement, on n'aurait pas ça. dans le chat, là. Les gens conseillent au fur et à mesure. Et heureusement, et puis des fois, ça me fait rire parce que même hors Internet, dans les files d'attente, par exemple, ça arrivait dans plein de salons, les gens arrivent et me disent, je faisais la queue dans la file d'un tel et puis on discutait, puisque forcément, des fois, ça peut être long. Et puis les gens m'ont envoyé vers vous et puis comme ça va, franchement, tout ça se fait comme ça, où on a plein de gens qui viennent nous voir, qui ont été envoyés par d'autres gens dans les files et ça contribue de façon intégrante aux joies de ces moments-là, quoi. Alors moi, je rebondis sur les files longues dans les salons du livre. Je pense à Maxime Chatham, tu vois. Oui. Où les files sont très longues et on a le temps de discuter avec plein de gens dans les files. Est-ce que tu peux nous parler de Maxime Chatham, parce que c'est lui qui t'a mis un peu le pied à l'étrier? Alors, le pied à l'étrier, on va dire, de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai lu un petit peu son histoire, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il était salarié dans la FNAC à côté de mon boulot. Et voilà, donc du coup… Ouais, c'est ça. En fait, ils étaient juste à côté de mon travail.
Et donc, c'est vrai que de se dire qu'en fait, je l'avais probablement côtoyé quand j'allais acheter mes livres et que il était devenu ce qu'il est, je me suis dit, écoute, d'une part, ça m'a donné aussi enfin, comment dire, un peu le rêve américain de se dire, je peux peut-être y arriver aussi. Et puis, d'autre part, de se dire, comme ça, peut-être en allant en salon en tant qu'auteur, je pourrais le rencontrer. Bon, ça n'a pas été probant jusqu'à présent, comme j'ai eu l'opportunité de le dire, mais, mais un jour, j'y arriverai un jour. Si, tu l'as rencontré quand même. Oui, mais enfin, j'ai un peu foiré le coup, quoi. J'étais tellement impressionnée que bon, c'était pas terrible, quoi. Peut mieux faire, tu vois. C'était l'émotion, mais n'empêche que tu as plein de photos avec Maxime. Ouais, c'est vrai, mais vraiment ça. Enfin, donc moi, quand je parle de lui vraiment comme un modèle, pas dans le sens l'écriture, mais oui, quand même, c'est un modèle social, on va dire pour moi, parce que ce qu'il a réussi, je me dis, enfin, ça a été encourageant, quoi. Oh non, le mari de Faustine Bollard, il n'est pas seulement ça, il a été un auteur avant d'être ça, et il est toujours un auteur. Si vous voulez comprendre la petite anecdote entre Claire Favant et Maxime Chatham, il faut que vous alliez voir sur YouTube la vidéo « Il en pense quoi, Nico ?» Les salons du livre nous manquent. Voilà, vous verrez ce qui s'est passé entre Claire et Maxime. Voilà, c'est ça. Bon, je l'ai rencontré, mais bon, je m'en veux un petit peu d'avoir foirouillé l'opportunité de lui parler comme ça, quoi. Vivement la rencontre numéro 2. C'est ça, tome 2. Exactement. Alors, vous comprendrez que la chair de sa chair, on ne peut pas en dire plus. Il faut que vous le découvriez parce qu'il y a vraiment tout un fil conducteur par rapport à ce reportage qu'avait vu Claire. Et si on en dit trop, en fait, on va complètement spoiler. Donc voilà, il faut lire la chair. Mais le titre est vachement important, je trouve. Enfin, je trouve qu'il est très bien choisi. Parce que, d'ailleurs, j'ai lu des chroniques sur Internet et certains disaient que, en lisant le début, ils se demandaient pourquoi ce titre. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, tu comprends, je trouve, au fur et à mesure. Et puis, on ne parlera pas de la fin, mais la fin, elle est quand même hyper forte. Ouais. Et moi qui suis une adepte des fins, des vraies fins, j'ai été ravie parce que voilà, j'ai besoin d'avoir une fin à laquelle je ne m'attends pas. Et surtout, oui, surprenante, quoi. C'est pas que je m'y attends ou pas, c'est que j'ai besoin d'une fin, quoi. Que le truc ne se termine pas comme un flop. Et là, vraiment, chapeau. Merci. Non, puis c'est vrai que, alors, je vais rebondir sur le titre. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'au départ, quand j'ai parlé du titre au tout début, les gens se sont dit, Claire Favant, de toute façon, c'est la chair de sa chair, ça va saigner, ça va être ultra gore. Or, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'au final, c'est un roman qui ne l'est pas du tout. Pas du tout. Qui n'est pas du tout sur ce ressort-là. Donc, ça m'a fait rire de voir les gens s'engouffrer en disant, il va y avoir du sang. Eh ben non. Non. Pas à chaque fois. Voilà, et pour la fin, oui. Dans le chat, Claire, on veut savoir ce que tu as dit à Maxime Chatham. Il y a plusieurs personnes qui demandent la phrase que tu as dit à Maxime. Oui, parce qu'ils ont vu la vidéo, mais ils n'ont pas la phrase. Ouais, mais j'ai tellement la honte, je vous jure, c'est trop minable. Allez, Claire. Mais non, mais j'étais trop la honte. J'étais trop la honte. Là, j'ai craqué nerveusement. Tu sais, en fait, il y avait la blague. En fait, comment il s'appelle? Jacques Sausset, il était persuadé que si un jour je rencontrais Maxime Chatham, j'allais carrément me pisser dessus, qu'il fallait que je prévoie la couche. Alors, imaginez dans quel. J'ai fait mieux quand même, j'ai su me tenir, mais voilà, c'était pas beaucoup mieux, quoi, quand même. Mais t'as dit quoi? Mais truc nul. Nul. Et tu t'en souviens? Ah oui, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était nul, c'était honteux, c'est l'échec du monde. Non, c'est mignon, c'était l'émotion. Moi, je sais. Exactement. Bon, allez, bois un coup, Claire. Maxime, alors, on va parler des cicatrices qui viennent de sortir en poche. Oui, parce qu'il a été recommandé dans le chat aussi. Ouais, pour lui, pour le coup, est un cousin du tueur intime. Ouais, alors là, oui, carrément. Là, tu reviens à tes premières amours. Il y a du sang, il y a du meurtre, ça dépote. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue l'histoire des cicatrices? Alors, c'est vrai que moi, en règle générale, les histoires s'imposent un peu d'elles-mêmes. Mais c'est vrai que ça tombait bien parce que je venais d'écrire Inexorable, qui était quand même quelque chose qui changeait radicalement de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Comme je disais, France, roman noir, un peu plus personnel.
Et donc, c'est vrai que j'avais envie quand même d'un livre qui me permette de faire un retour en force, pas de prouver, mais de dire au lecteur, bon, attendez, ceux qui m'attendent sur le dur, ben, voilà, vous allez me retrouver sur du dur, quoi. Et puis, tu changeais aussi de maison d'édition, Claire. C'était ton arrivée chez... Oui, mais en même temps, tu sais, moi, mon livre, j'ai jamais eu de contrainte avec mes maisons d'édition. Ça s'est toujours passé. En fait, c'est mes histoires. J'ai jamais eu de limite. Donc, c'est pas forcément lié à la maison d'édition parce qu'ils m'ont rien demandé de spécifique, en fait. Je suis juste arrivée comme ça avec mon histoire et puis ça a pris comme ça, en fait. Et donc, c'est vrai que ce bouquin, donc c'est vraiment, on renoue avec ce que j'ai pu faire on va dire, de plus violent, psychologique. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui est vendeur de voitures. Il est divorcé d'une femme, mais il vit toujours dans la même maison qu'elle parce qu'elle n'arrête pas de lui faire du chantage au suicide, de menacer, de se tuer, même d'être violente envers lui. Et en fait, lui, il n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. C'est-à-dire que vraiment, il a un fil à la patte. Et le jour où, en fait, il se permet enfin d'essayer de reprendre sa vie en main et de vivre à nouveau, son ADN est retrouvé sur la scène de crime d'un tueur en série qui sévit depuis des années. Et lui qui pensait peut-être un peu entrevoir le bout du tunnel se retrouve pris dans un engrenage infernal puisqu'il va se retrouver suspecté de cette série de meurtres, en fait. Voilà. Il disait le cours de sa vie, et je pense qu'on peut même rajouter le contrôle de sa vie, parce qu'en fait, le fait de vivre sous le même toit que son ex-femme, qui est complètement folle, fait que le mec, en fait, n'a plus aucun impact sur sa propre vie. En fait, il se fait complètement bouffer. Est-ce qu'on n'en profiterait pas, Caro, pour lire directement l'extrait 2, où justement on comprend l'ambiance de la maison entre du coup Owen et Sally, qui est donc son ex-femme. En même temps, c'est pas évident comme situation de vivre sous le même toit. C'est bon, Caro? Ouais. Alors, je vous lis ça tout de suite. Je vais me suicider, Owen. Cette fois, je te jure que rien ne m'arrêtera et tu auras ma mort sur la conscience. Il a beau savoir que ces menaces ne sont que du vent, qu'elle ne veut pas vraiment en finir, elles ont toujours le même effet glaçant sur lui. Ne fais pas ça, la supplie-t-il. Tu aurais dû y penser avant d'amener une pouffe dans notre maison, Owen. Il entend le matelas grincer. Sa conquête délaissée est en train de se rhabiller. Avec une mimique implorante, il tend la main vers elle pour la retenir. Il doit lui expliquer ce qui se passe, mais elle recule hors de portée, visiblement vexée. Ce n'est plus notre maison, Sally, nous avons divorcé. Avec cette phrase, il adresse un éclaircissement maladroit à la jeune femme qui fait grise mine à côté de lui et s'apprête à tourner les talons. Non, tu as divorcé. Moi, je n'ai rien voulu de tout ça. Je t'aime encore, Owen. Il secoue la tête. Sally, stop. Un couple, c'est deux personnes, pas seulement toi. Elle se remet à pleurer bruyamment. Mon Dieu, je veux mourir. Il ramène une pute sous mon propre toit pour fourniquer sous mon nez comme un animal. Laissez-moi mourir. Owen est pris entre deux feux, entre les pulsions qui s'agitent en lui et la soumission que lui dicte sa peur. C'est l'instinct qui l'emporte. Il rattrape la fille qui a presque atteint la porte. Je te rappelle, Sally. Il raccroche en espérant qu'il ne sera pas déjà trop tard quand il le fera. À moitié nu, il s'interpose entre la jeune femme furieuse et la sortie. Attends, s'il te plaît. Pas la peine, lui assène-t-elle avec la violence d'un coup près. Je ne serai pas un second choix. Elle ouvre le battant qu'il referme aussitôt. Laisse-moi t'expliquer, nous sommes divorcés, mais nous habitons encore dans la même maison. Elle a dû nous entendre. Je suis désolée si tu as cru que j'étais un de ces mecs qui trompent leur femme. Il a l'air si mal qu'elle se radoucit. Tu vis vraiment sous le même toit que ton ex ? Elle est dépressive, répond-il en haussant les épaules. Elle enchaîne les tentatives de suicide pour me contraindre à retourner avec elle. Je ne peux pas lui échapper. C'est invivable. Tu m'étonnes. Là, c'est que la première scène, parce qu'il va y en avoir plein d'autres, où on découvre cette Sally, alors complètement barrée, qui a complètement une emprise sur la vie d'Owen et qui ne lâche pas l'affaire. Alors, il y a cette espèce de personnage aussi qui est la maison commune, où finalement, ni l'un ni l'autre ne la quitte. Alors, elle, parce que bon, je pense qu'effectivement, ça l'arrange bien d'être encore sous le même toit que lui, parce que ce qu'elle veut, c'est le récupérer. Et lui, parce que voilà, il faudrait tout redémarrer. Et puis, c'est surtout, je pense qu'elle le tient vraiment avec cette peur d'un jour passer vraiment à l'acte et de réussir. Et on voit rapidement, de toute façon, que
elle en fait quand même si c'est des fausses tentatives de suicide, n'empêche qu'à chaque fois, il est obligé de la sauver. Et donc, il peut pas se permettre de ne pas être là un jour, puisque si il n'est pas là un jour, ben, elle risque de réussir. Et donc, c'est vrai qu'il est vraiment coincé. Alors, c'est marrant parce que ce personnage, il m'est vachement reproché par les gens par rapport à MeToo et compagnie, d'avoir créé un personnage d'ex-femme comme ça. Mais il ne faut pas penser qu'un auteur qui crée un personnage, il adhère pas à certaines choses parce qu'il a écrit un type de personnage. C'est vachement marrant cet amalgame. Et en réalité, Sally, c'est juste un personnage. Ça dénote pas du tout de mes pensées ou de mes croyances dans certains autres domaines, quoi. Voilà, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement chiante, hein, on peut le dire quand même. Elle est plus que ça. Elle est à la fois dangereuse pour lui. Et ça fait du bien d'ailleurs, un personnage de femme complètement, justement, tu parlais de MeToo en ce moment, on en a tous peut-être un peu marre aussi. Donc là, de voir une nana qui justement est complètement barrée et qui passe de l'autre côté, parce que c'est elle qui harcèle complètement son ex. Et moi, je trouve que justement, c'est un côté décalé qu'on n'a pas forcément dans les livres. Et moi, ça m'a fait du bien. Moi, j'ai adoré le personnage de Sally qui est complètement déjantée, ouais. Mais non, en plus, ouais, pardon. Ouais, je disais, ce qui complique la chose, c'est qu'en plus, les parents de Sally, ils étaient bien contents de la voir se caser. Et puis, de voir qu'elle s'est fait jeter, ça les arrange pas parce que du coup, ils ont une fille suicidaire sur les bras et que du coup, ils aimeraient bien que en fait, Owen la reprenne, ça les arrangerait. Donc, c'est vrai qu'Owen, en plus, il subit cette double pression. Il n'y a pas que celle de son ex-femme, il y a aussi celle des ex-beaux-parents parce qu'il est encore salarié de son beau-père. Et donc, il est pris dans un espèce d'étau avec toujours les mêmes discussions qui reviennent en boucle, comme si à chaque fois qu'il était mêlé à leur famille, il était pris. J'aime bien cette image de la boucle temporelle, en fait, où finalement, c'est un jour sans fin et tous les jours, il a droit à la même discussion. Alors, quand est-ce que tu te remets avec elle? Mais non, mais je veux pas, mais si. Et puis bon, en fait, il est obligé de se soumettre. Alors, pas dans les faits, mais dans les paroles, parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, à chaque fois, il s'embarque dans des discussions sans fin. Et donc, voilà, c'est vraiment ce type de soumission que j'avais envie de travailler. C'est pas le premier personnage masculin soumis que je traite, mais c'est vrai que c'est... bon, je pense quand même que j'ai des problèmes familiaux à régler, mais bon, à part ça, tout va bien. Alors justement, tu parles de ça. Moi, j'ai beaucoup pensé aussi à Miette de sang. Oui, c'est Dany. Dany dans Miette de sang est vraiment un cousin d'Owen. C'est ça. Voilà, on est d'accord. Et c'est vrai tout à fait. Non, c'est vrai. Le lecteur est complètement piégé avec Owen parce que on voit pas comment il peut s'en sortir. Et puis quand tout d'un coup l'étau se resserre et qu'il se met en plus à être accusé d'une série de meurtres, on se dit mais le mec, quand est-ce que les éclaircies arrivent dans sa vie? Parce que tout d'un coup, tout s'abat sur lui et on ne voit pas de porte de sortie possible pour ton personnage. C'est ça, c'est en fait. Mais bon, finalement, c'est vrai que j'aime bien quand même mettre mes personnages méchamment, en fait, là, les ennuis, puis il y a le moment où il va falloir qu'ils se prennent à bras le corps pour dire, allez, c'est bon, je vais essayer de m'en sortir. Et donc, ce que je disais, en fait, les faiblesses que je leur donne, ça doit devenir des armes pour qu'ils réussissent à survivre à mes intrigues. Je suis pas gentille avec eux. C'est un peu sadique d'enterrer tes personnages vivants. Et ça se passe où, Claire? Ça se passe où, Cicatrice? Alors, aux États-Unis aussi. Donc, en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien farfouiller les cartes des États-Unis. Je me trouve des villes. Et puis après, la plupart des décors sont réels, en fait. C'est-à-dire que je positionne, en fait, dans une région où il y a plein de forêts de préférence pour pouvoir abandonner des cadavres. Et ensuite, je fais vraiment beaucoup de recherches locales. Je me promène sur les routes. Donc, la plupart des décors sont vrais, à quelques exceptions près. Mais tu te promènes sur les routes en vrai ou sur Google Maps? Non, sur Google Maps, évidemment. Et donc, c'est vrai que, par exemple, la seule différence, par exemple, dans les cicatrices, c'est qu'il y a une rivière qui est quand même assez importante, qui est récurrente tout au long du livre. Et donc, cette rivière, en fait, elle existe, sauf que c'est un tout petit cours paresseux sur la carte. En vrai,
C'est en fait, moi j'en ai fait une espèce de gorge avec un torrent tumultueux. Bon là, c'est un petit peu exagéré, mais sinon la maison de certains personnages est bien à côté. Enfin voilà, donc c'est vraiment des recherches que j'aime bien mener pour moi m'approprier aussi le décor, l'intrigue et puis tout le reste, quoi. Est-ce que tu es déjà allé aux États-Unis? Parce que je sais que je connais des auteurs qui écrivent sur les États-Unis qui n'y sont jamais allés, comme Alexis Auban, qui me semble. Ouais. Tu es déjà allé aux États-Unis? Est-ce que tu en rêves? Est-ce que du coup, parle-nous des Alors, États-Unis. moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je suis allée au Canada. Donc c'est vrai que ça m'a. Enfin, j'étais à quelques pas de la frontière puisque j'étais au chute du Niagara, mais bon, j'ai pas fait le saut. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Oui, bah oui. Après, euh, forcément, moi, je pense que par rapport à mes histoires, j'aime bien les décors paumés, les petites villes où on peut placer plein de secrets, plein de tensions. Et donc, du coup, c'est pas les endroits les plus touristiques et il y en a énormément. Donc, en fait, je saurais pas où aller. En fait, c'est aussi ça, je pense, qui a été compliqué. Puis sans compter qu'une fois, on était prêt à partir, on voulait aller en Louisiane. Et malheureusement, en fait, on était hyper intéressés pour aller voir, enfin, écouter du jazz, etc. Et là, la dame qui s'occupait de nous dans l'agence de voyage dit, bah oui, mais enfin, vous êtes au courant que votre fils, là, même s'il boit de l'eau, il n'aura jamais le droit de rentrer dans ces boîtes-là, quoi. Et donc, Absolument. du coup, et c'est ce qui a fait qu'en fait, là où on aurait été prêt à sauter le pas, on s'est tombé à l'eau parce que, voilà, quoi, on a abandonné à cause de ça. Non, mais en fait, Claire, ce que Caro ne dit pas, c'est qu'à chaque apéro, elle essaye d'organiser un road trip. Et donc là, je pense qu'elle me tend une perche pour que j'organise un road trip aux États-Unis. Voilà. Ça serait bien, franchement, parce que je pense qu'avec un road trip, moi, je pourrais en tout cas mieux voir ce que j'ai envie de voir et qui m'intéresse vraiment, quoi. On lance Mais un bon, petit après, appel à l'équipe d'HarperCollins. Voilà. Voilà. Si vous Il y a évidemment Pauline qui est partante et à mon avis, il y en a d'autres. On peut faire un Il y a mis un voyage aux États-Unis avec Claire Favant. On se fait un bus Claire Favant et puis on embarque dans le bus et on fait un petit voyage. Ouais, mais et on visite tous les cimetières et tous les cadavres. Ouais. On fait un bus Claire Favant dans l'apéro des carreaux. Je ne prends aucun engagement pour HarperCollins. C'est bien dommage. Juste alors. Ah, puis oui, Marc est photographe, donc il nous accompagne aussi, comme ça on pourra publier sur les réseaux. Non, mais on va faire changer d'avis HarperCollins. Les dates, là on va loin là quand même. Ça y est, on programme. Et puis on paye les vaccins pour tout le monde, comme ça on pourra voyager. Ouais, bon, ça, pas tout de suite. Hein. On attend un tout petit peu. 3 fois rien, mais un tout petit peu. Hein. J'attends que les autres survivent et après, je verrai pour le vaccin. Claire, elle préfère se transformer en zombie. Non, mais Claire, au-delà de ça, moi qui connais bien, je t'y vois bien. Hein. Franchement, je vais lire d'autres romans de toi pour voir si vraiment ça vaut le coup d'organiser un truc. Mais il y en a qui sont en train de dire que je pourrais être animatrice de feu de camp pour vous faire peur. C'est bien, top départ. Ouais, et ne pas oublier les pelles pour les visites au cimetière. J'adore. Et puis pour se défendre au cas où, je sais pas, s'il y en a qui pètent les plombs pendant la soirée. Exactement. Alors, juste pour rebondir sur les États-Unis, est-ce que toi, tu as une culture de séries américaines? Comment ça se passe? Ou tu as lu beaucoup d'auteurs américains? Ouais, moi c'est vrai que je suis plutôt culture, forcément, hein, comme mon sujet de prédilection c'est quand même les tueurs en série, je suis plutôt sur de l'anglo-saxon hein, quand je lis des romans comme ça. Et donc c'est vrai que bon, alors des séries, moi je pars surtout du principe qu'on a accès à la même culture justement visuelle. Et du coup, bon, moi je situe mes décors, je les précise rapidement, mais en fait c'est vrai que pour moi, je m'appuie plus sur ce qu'on a en commun que des descriptions interminables de décors. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je tire des séries et que du coup je compte sur la même culture avec les lecteurs. Et puis l'aspect surtout, moi toujours hein, le tueur en série, quoi. C'est-à-dire que ça donne un cadre là-bas. Comme je vous dis, en France, le problème c'est de ne pas avoir une seule fois réussi à obtenir une réponse, on va dire, unique de la part de tous mes interlocuteurs auteurs policiers, quoi. Et là, je me dis,
Donc, moi, auteur, qu'est-ce que je vais pouvoir créer un truc en France Ouais, mais alors que justement, même eux, justement, Claire, est-ce que ce serait pas un défi pour un futur roman de toi, inventer une façon de faire? alors, peut-être, mais tu sais que les lecteurs, ils sont très exigeants. Et donc, du coup, ils te tomberaient dessus, mais illico presto, Ouais. et tu te ferais démonter la tête en salon par des gens qui savent mieux que toi et qui, ça serait vrai dans ce cas-là. Et donc, du coup, plutôt, je préfère aller le mettre aux États-Unis. Au moins, ce que je raconte, il y a un cadre commun que tout le monde connaît. Et du coup, ça m'évite ce genre de difficultés où il y a des tas de gens, effectivement, qui viennent te voir en salon et qui t'expliquent que c'est pas comme ça que ça marche. Donc en France, j'aurais plus ce genre de confrontation qu'aux États-Unis, par exemple. Voilà, c'est ça. Tu n'as peut-être pas demandé aux bons interlocuteurs en France, tu aurais dû demander aux spécialistes, à Stéphane Bourgoin. Vilaine. Sinon, tu peux le placer en Belgique aussi, on dit dans le chat. En Belgique, oui, faudrait qu'ils me disent. Ils ont des. Ah bah oui, si, remarque, ils ont eu ce qu'il fallait, eux, en tueur en série. Nous aussi, en fait, on en a. Comme je dis, je dis pas qu'en France, on n'en a pas. C'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est plus une recherche de facilité, en fait, qui me fait le placer aux États-Unis et d'immensité du territoire qui donne des potentiels incroyables, quoi. Il y a Katia qui dit que sa belle-sœur est flic en section criminelle. Si tu as besoin, elle lui en touche 2 mots. C'est bien, ouais, mais je pense qu'en fait, ça relève plus de ce qu'on appelle la PJ, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des unités de PJ, mais encore, parce que imaginons un tueur en série qui bouge, en fait, en France, si j'ai bien compris, c'est les magistrats qui se saisissent des dossiers. Et donc, si un tueur en série bouge et fait plusieurs endroits en France, eh bien, en fait, il y a plusieurs magistrats. Et s'il n'y a pas de regroupement, ils traitent tout ça comme des cas séparés. Il y a déjà eu des tas d'histoires comme ça, me semble-t-il, avec, je ne sais plus si c'est Francis Saulme ou un gars comme ça qui avait bougé. Et donc, du coup, il a fallu longtemps pour que les magistrats se rendent compte que c'était le même dossier, en fin de compte. Et donc, moi, sur ce terrain-là, ça veut dire que je vais avoir plusieurs équipes si je veux que mon tueur bouge. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que par rapport au lecteur, pour créer une équipe auquel il va s'attacher, avec laquelle travailler. Voilà, donc ça, c'est qu'une petite difficulté qui fait que, par facilité, je le situe là-bas, quoi. Est-ce que le prochain sera également aux États-Unis? Est-ce que tu l'as commencé? Alors, non, je n'ai pas commencé. Je suis travaillée par l'idée d'écrire une suite à La chair de sa chair. Ouais. Ah bah donc, oui ouais. Mais en fait, malheureusement, j'ai l'arc narratif de tout un tas de personnages, mais pas de tous. Et tant que je ne l'ai pas, moi, je commence pas, parce que pour moi, c'est crucial. Donc, je sais pas si ça sera ça. Pour l'instant, j'attends, j'essaye de voir. Mais oui, Lyon, effectivement, je vois passer sur Lyon. J'avais lu un livre, en fait, qui Ouais, c'est s'appelle… affreux pour Lyon. Ben oui, c'est vrai, un tueur en série peut en cacher un autre, et qui expliquait qu'en fait le système judiciaire a été englué par certaines procédures, ce qui a laissé la place à tous ces tueurs-là de sévir en attendant, parce que dans Lyon, effectivement, il y a eu quand même un lot impressionnant de tueurs en série, évidemment. Ouais. Une bonne destination pour cet été? Aller dans Lyon? Eh bien, tu sais quoi, ma mère habite dans Lyon. Voilà. Donc, éventuellement, laisser mûrir une suite de La chair de sa chair, c'est ça? C'est ça. Ouais, parce que j'allais dire, c'est quand même une fin qui demande une suite, je trouve. C'est une fin, moi, qui me laisse un peu travailler de l'intérieur. Enfin, travailler, je sais pas comment dire. Ça veut dire, pardon, Claire, que tu avais prévu cette fin dès le départ? Ah oui, mais moi, toujours, en fait, quand je commence, je sais où je vais. Alors, sauf si j'ai une découverte en cours d'écriture, ça peut m'arriver et j'ajuste. Mais sinon, effectivement, je pars, je sais où je vais, quoi. Donc, dès le départ, tu te dis qu'il y a peut-être une suite à faire. Là, en fait, alors là, la suite, c'est plus parce qu'il y a des idées qui sont venues. Si j'aurais pas d'idées, je laisserais mes personnages comme ça. Mais là, ça me travaille, et du coup, bon, je te dis, j'ai pas l'arc narratif de tous les personnages, donc bon, pour l'instant, j'en suis pas à l'écriture, mais en tout cas, je réfléchis fortement, fortement. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont lu La chair de sa chair et qui… Et est-ce que, par exemple, tu pourrais être influencé
par les lecteurs de La chair de sa chair qui ont aimé et qui te réclament une suite, ou pas du tout? Alors, oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des tas de livres, en fait, où les lecteurs m'ont demandé une suite. Ok. Et en fait, où, si je n'ai pas l'histoire et que pour moi, j'estime que j'ai accompagné mes personnages au bout de leur chemin et que je les libère sur cette voie-là, je ne l'ai jamais écrite. Si on prend, je ne donnerai pas de détails, mais Serre-moi fort, par exemple, ça se termine d'une façon qui aurait pu nécessiter une suite. Simplement, moi, c'est pas comme ça que je la voulais, mon histoire. Et il y en a des tas d'autres où on m'a demandé une suite. Donc non, ça c'est pas un motif suffisant, la demande du lecteur. Non, Qui veut c'est pas séquestrer suffisant, mais comme tu es en plein doute, je me dis que ça pourrait aider. Moi, je propose sinon la séquestration de Claire. Afin Dis d'avoir donc, tu veux me casser les chevilles? Espèce de Moi aussi, misérie. j'ai plein d'idées horribles comme toi, Claire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Est-ce que tu as des rencontres en petite librairie de prévues? J'imagine Saint-Maur-en-Poche, normalement, qui est validé pour fin juin. Voilà. On croise les doigts pour la reprise des salons. Moi, j'en ai pas mal de prévus en juin, donc ça serait le démarrage. Je croise vraiment les doigts parce que c'est vrai que c'est tristouille, hein, parce que enfin moi je suis auteur surtout grâce au salon, puisque le reste du temps sinon c'est quand même assez solitaire comme travail. Donc c'est vrai que ça ferait du bien que ça reprenne. Donc moi j'ai pas mal de dates à partir de début juin. Parce que bah voilà, j'aimerais bien que ça reparte vraiment du coup. Il y a Marc qui demandait s'ils avaient validé une date. C'est 12 et 13 juin, je crois. Hein, non, ça a été décalé. C'est le dernier week-end de juin, Saint-Maur-en-Poche. Ah, parce que c'est pas à jour sur leur page Facebook. Non, c'est pas encore à jour, mais il y a des histoires. Donc c'est quoi, 26-27? Oui. Ouais, je crois. Ouais, 26-27, effectivement. Ouais. Ok. C'est pas ça veut dire que tu seras vaccinée, Claire? Ça veut dire que tu seras vaccinée? Si les autres ont survécu, on en parlera. Alors sinon, je voulais juste dire, j'avais fait un petit concours il y a quelques jours sur ma page pour faire gagner un exemplaire des cicatrices en poche. Et je voulais annoncer que c'était Pauline qui avait gagné voilà l'exemplaire, parce que j'avais demandé, la question c'était combien de fois Claire est venue en dédicace à la FNAC de Rosny où je travaille. Et non seulement Pauline a bien répondu, c'était 8 fois, mais en plus elle m'a donné toutes les dates. Limite, j'avais les heures de dédicace de Claire. Donc voilà. Incroyable. C'est toi, Pauline, Bravo. qui va voir les cicatrices en poche. Merci, je suis ravie. Et tu m'as bluffé, même Claire savait plus qu'elle était venue 8 fois, tu vois, donc du coup. Je t'ai dit combien? 7 fois, non? Ouais, tu m'as dit 7 fois et c'était 8. Ouais. Non, mais c'est parce que tu n'as pas compté celle avec Maxime, elle était ratée. Ouais, non, celle-là, bah ouais, en même temps, j'étais présidente quand même du salon, alors bon, quand même, c'était bien quand même, hein. Oui, quand même. Il y a juste ce moment-là, tu sais, que je pourrais effacer, le reste, c'était bien. Et vous aurez remarqué qu'on n'aura toujours pas la phrase qu'a dite Claire. Mais oui. Voilà. Allez, Claire. Non, mais je veux pas inspirer de la pitié. Vous auriez tellement de peine pour ma phrase débile qu'en fait, je peux pas vous infliger ça, c'est pas possible. Mon image. Le problème, c'est que maintenant, en salon, tu vas être harcelé. Tous les gens qui vont venir te voir vont te demander. Qu'est-ce que tu dis, Maxime? Voilà, on finira par savoir. On va faire une petite photo de fin avec les bouquins pour ceux qui l'ont et avec une main pour faire coucou. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Votre plus grand sourire. Super. Alors, merci je rappelle du coup Claire. les 2 nouveautés de Claire, La chair de sa chair qui vient de sortir chez HarperCollins et Le poche des cicatrices qui vient de sortir chez Pocket. Voilà. Et puis continuez à nous envoyer vos ressentis de lecture. On adore savoir ce que vous en avez pensé, même après l'apéro. J'en profite pour dire que dans 15 jours, on recevra Mathieu Ménégo pour sa nouveauté Femmes en colère, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, mille merci Claire d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Hein. De t'avoir dans nos salons respectifs, puisqu'on n'a plus de salon, on fait rentrer les auteurs dans nos salons. À la maison. Tu es joignable sur Facebook, Claire, par exemple? Facebook, Insta, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, on me tient au jus et puis je réponds. Tout va bien. On voit tous les commentaires, toutes les réactions qui ont eu lieu dans le chat.
Et voilà, vous pouvez donc contacter Claire si vous le souhaitez. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. On espère vous Bonne avoir donné envie de découvrir les 2 livres de Claire. Et bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Alors, question Bonsoir. technique, pardon. Le lien pour s'inscrire aux apéros, c'est toujours le même. Et puis maintenant, on annonce plusieurs apéros. Comme ça, vous pouvez vous inscrire une seule fois pour plusieurs apéros. D'ailleurs, Caro, du coup, je t'ai pas dit, mais j'ai mis les 3 prochains. Comme ça, Ok. on est prêt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Merci, à les vous. filles. Bonne soirée. Et le Bonne reste, soirée. Merci Claire. Merci les copines. Merci à vous. Hein. Les C'est fidèles. super, merci. Encore bravo. Pauline. Merci, Caro. Bonne soirée, les filles. Bonne soirée à tout le monde.